Bonjour et bienvenue dans le 3e épisode de Podcast ou Sexiste, le podcast qui traite des questions de genre au niveau linguistique et sociétal. Loris Lautour, c'est moi. Et aujourd'hui, c'est le thème des violences sexistes et sexuelles. Je suis donc accompagnée de 4 intervenants et intervenantes. Maximilien, membre du bureau de l'ARC, l'association LGBTQI+, de Corse. Célia Marcaggi-Mattei, avocate et présidente du CIDFF de Corse du Sud. Laura Tuissani, psychologue spécialisée en périnatalité et violences sexuelles. Et enfin, Alain Jaffé, président de l'association Amnesty International Corse. Dans cet épisode, il y aura également des témoignages de personnes qui ont subi des violences sexistes et ou sexuelles, propos homophobes ou sexistes. Les propos peuvent réveiller des traumatismes. Avant de commencer cet épisode, nous tenons à vous dire que nous sommes là pour vous écouter sans jugement. Que vous souhaitiez simplement raconter votre histoire, que vous souhaitiez la crier, rester anonyme ou bien apporter votre soutien aux victimes, nous sommes là, nous vous écoutons et nous vous croyons. Commençons par la présentation de nos invités. Donc bonjour, moi c'est Maximilien, je suis membre de l'ARCU depuis peu. Alors j'ai 24 ans. Et c'est vrai que c'est quand l'ARCU s'est construit, et j'ai voulu de suite suivre cette association parce que ça me tient personnellement à cœur. Voilà. Bon. En fait, j'étais d'abord à Nice pour mes études. Et ce qui s'est passé, c'est que j'étais déjà dans un syndicat qui luttait contre les LGBT-phobies, entre autres. Et je me suis dit, ça serait génial que ça se passe en Corse, ça, quelque chose comme ça. Et justement, dès que ça a eu lieu, j'ai voulu suivre ça en amont. J'ai un parcours énormément chaotique. Je suis passé un peu de partout dans mes idées parce qu'il y a eu, personnellement, il y a eu une détestation de moi-même au début, ce qui fait que, on dit souvent que les plus homophobes sont les personnes homosexuelles refoulées. Donc moi, au début, j'étais comme ça, donc j'étais pas ouvert à toutes ces questions-là sur moi-même. Je me suis découvert sur le tard, on peut dire, vraiment vers 22 ans. Je me suis pas découvert de suite. Et après, je me suis dit, c'est en discutant avec des gens que j'ai réussi à m'ouvrir. Et aussi en écoutant de la musique. Moi, c'est beaucoup passé par le monde de la musique, curieusement, pour m'ouvrir à moi-même et aux autres. Et c'est là que j'ai eu envie de m'engager. Donc je suis parti à Nice pour faire du spectacle. Bon, ça n'a pas très bien marché, mais j'ai fait des rencontres dans un syndicat qui s'appelle Solidaires étudiants et étudiantes. Et tout s'est bien passé. Je me suis fait beaucoup de connaissances sympathiques, dont pas mal avec qui je reste un petit peu en contact quand même. Et c'est vrai que ce sont des échanges qui m'ont marqué parce que on se remet beaucoup aux questions au début, surtout ce qui est question de privilèges, vous voyez, question d'oppression. On se remet beaucoup en question et donc c'est pour ça que j'ai effectué un gros travail sur moi-même et ça m'a beaucoup permis de m'ouvrir. Moi, je m'appelle Célia Marcaggi-Mattei, je suis avocate au barreau d'Ajaccio et je suis en parallèle présidente du Centre d'information sur le droit des femmes et des familles du Sud. Donc c'est une structure qui est sous le type de contrat association loi 1901 et qui travaille essentiellement en partenariat avec la délégation régionale aux droits des femmes, donc qui relève du ministère. Et on a en même temps, on travaille avec les collectivités locales, c'est-à-dire collectivités de Corse, mairie d'Ajaccio, CAPA, et on a vocation à développer nos partenariats avec d'autres collectivités de type communauté de communes pour couvrir un territoire beaucoup plus vaste. Voilà, nos actions sont, on va dire, situées sur le département de la Corse du Sud exclusivement, bien que, on va dire, dans les mois et surtout les années à venir, il y a un projet de fédération régionale qui va se créer, parce qu'il y a un CIDFF également en Haute-Corse. Et donc l'idée, c'est de fédérer aussi des actions sur certaines thématiques particulières pour faire des actions au niveau régional. Donc voilà, on travaille à un partenariat, on va dire, de plus en plus étroit entre les deux départements pour coordonner les actions et pour avoir une meilleure aussi lisibilité sur les actions qui sont menées. Laura, est-ce que tu peux te présenter ? Alors moi, je travaille donc en cabinet libéral depuis à peu près 2017. Et là, donc, je viens d'intégrer l'unité des violences contre les violences faites aux femmes à l'hôpital de Bastia, donc, qui est dirigé par le docteur Ballet. À la base, j'ai fait un master de psychologie sociale de la santé. Et donc, je me suis formée ensuite en périnatalité, en psychopathologie périnatale.
Et là, j'entame une formation pour devenir thérapeute familiale. Donc, une formation qui est sur 5 ans, sur Aix-en-Provence. Donc, en tant que psy, on est amené à se former tout le temps. Et puis, bon, moi, ça me plaît. Donc, voilà. Ça va un petit peu avec la psychopatho périnatale. C'est pour accompagner pas seulement les femmes, mais les familles et les couples. Voilà, avec un point de vue un peu plus groupal. Et puis, quand on fait de la périnatalité, on se rend compte aussi de l'impact du transgénérationnel voilà, sur l'enfant, sur la femme, pendant la grossesse. Voilà, c'est un peu des sujets qui m'intéressent, sur lesquels je travaille. Et je trouvais que de lier périnatalité et thérapie familiale, ça me faisait une formation un peu complète, quoi. Et toi, Alain, peux-tu te présenter, s'il te plaît ? Je suis responsable du groupe d'Amnesty, donc, alors, comme je vous l'avais un peu dit au téléphone, en Haute-Corse, parce que normalement, il devrait y avoir des groupes sur la Corse du Sud, mais bon, il n'y en a pas, donc de temps en temps, je me dis que je suis responsable de Amnesty Corse, c'est quand même pas mal de dire ça comme ça. Donc, je vis en Balagne définitivement depuis 2015. Et avant, je travaillais dans la région parisienne, j'étais dans l'éducation nationale. On venait au village quand c'était possible, bien sûr, aux vacances. En 1979-1980 a été créé le premier groupe d'Amnesty sur la Corse. Donc, c'était Ajaccio ensuite. Ensuite, ça a été Bastia-Ajaccio. Et puis, en finale, c'est Bastia qui a ramassé la mise puisqu'il n'y a plus rien à Ajaccio. Et donc, le groupe, l'adresse officielle du groupe, c'est Folelli, donc au sud de Bastia. Maximilien, comment est née l'association ARC ? Alors l'association, elle est née le 17 mai 2019 lors de la Journée mondiale contre l'homophobie. C'est Marlène Schiappa qui avait proposé de faire une Pride à Ajaccio. Et en fait, elle a voulu un peu s'approprier la lutte des personnes LGBT en Corse. Et là, les personnes LGBT corse ont dit non, ça va pas être possible, ça, parce que bon, elles passent pas par nous, elles demandent pas ce que nous on veut et tout. Donc, on va créer cette association nous-mêmes. Célia, peux-tu nous en dire un peu plus sur le CIDFF et ses actions ? Alors, le CIDFF, c'est accueil droits des femmes et des familles, donc c'est pas exclusivement les femmes, hein, ça inclut les familles, donc également des papas qui rencontreraient des difficultés. Le côté violence conjugale, ça concerne aussi bien les hommes que les femmes, même si on parle beaucoup des femmes victimes de violences conjugales, les hommes ne sont pas exclus de ce type de violence. Et donc la structure sur la Corse du Sud, il y a une directrice qui est coordinatrice. Et on a une juriste qui est diplômée Bac+5 et une psychologue clinicienne qui interviennent sur la structure. L'idée, c'est vraiment de recevoir du public qui a besoin d'avoir des informations, sachant que on reste vraiment cantonné au secteur de l'information juridique. Le CIDFF n'est pas là pour faire du conseil, déjà parce que ses statuts ne le lui permettent pas et que le conseil relève du monopole des avocats. C'est le texte qui le prévoit. Donc on fait de l'information juridique. On travaille en partenariat avec d'autres structures associatives ou plus institutionnelles, c'est-à-dire on travaille avec le Centre intercommunal d'action sociale qui relève on va dire des services de la mairie d'Ajaccio, mais on travaille aussi par exemple avec des associations type la FALEP, le CDAD, la Corse AVEM, l'association Savannah par exemple. Voilà, on travaille vraiment main dans la main dans le but de rendre finalement un service le plus complet possible aux usagers. Il y a un travail de partenariat qui s'est noué déjà depuis un peu plus d'1 an avec les services de gendarmerie de la Corse du Sud. L'idée, c'était que le CIDFF se déplace sur les territoires ruraux au travers de permanences qui se tiennent généralement dans les locaux des mairies. Et on fait des permanences communes avec la gendarmerie pour pouvoir informer sur les difficultés rencontrées par le droit des femmes, des familles, les violences conjugales, et aussi et surtout pour sensibiliser, on va dire, les acteurs du territoire. Vous prenez les petites communes rurales, au niveau scolaire, il y a une nécessité de pouvoir déceler des situations qui pourraient paraître préoccupantes. Donc voilà, on sensibilise les acteurs à ces thématiques pour faire aussi du travail de prévention. Parce que aujourd'hui, la sensibilisation en amont et la prévention vont permettre
de pouvoir anticiper certaines situations. Parce que la formation des nouvelles générations à la question de l'égalité homme-femme, elle est primordiale. À la question du genre, elle est primordiale. Et pareil, pour déceler les situations qui pourraient paraître préoccupantes sans qu'on en soit nécessairement, on va dire, dans une situation de violence qui soit caractérisée. Mais en tout cas, quand on commence à avoir des petits signes, il est important que l'assistante sociale de l'établissement, l'infirmière de l'établissement, les enseignants puissent savoir vers qui s'adresser, vers qui se tourner et éventuellement essayer de discuter avec les familles quand il y a une problématique qui est décelée. Donc voilà, j'oublie certainement certaines actions, mais voilà, de façon globale, je vous dis, surtout ce qui est essentiel, c'est qu'on travaille surtout sur de la prévention et on intervient en milieu scolaire également. On intervient en milieu scolaire sur la question du cyberharcèlement, sur le harcèlement sexuel, etc. Donc généralement, c'est la juriste qui se déplace dans les établissements, qui le souhaitent, pour travailler sur ces questions-là avec les adolescents. Généralement, ce sont les classes de collège qui sont concernées par ces interventions. Et l'idée, c'est vraiment de sensibiliser les jeunes à ces problématiques, le revenge porn, ce genre de choses, qui peuvent paraître être des jeux, parce que ce sont encore des enfants, hein, et ils le perçoivent comme un jeu, malheureusement. Mais les conséquences psychologiques et les conséquences juridiques qui peuvent en découler sont dramatiques. Donc il est quand même important qu'ils soient sensibilisés à ça. Et souvent, les retours, c'est on n'imaginait pas que ça pouvait être ça. C'est bon, c'est une photo, voilà. Mais à l'heure des réseaux sociaux, c'est beaucoup plus compliqué. Puis surtout à leur âge. Alors j'étais en 3e et le fils d'amis à mes parents dormait chez nous, dans la chambre d'amis, comme il avait déjà fait plusieurs fois quand ses parents s'absentaient. Donc chacun vivait sa vie. Moi je rentre du sport, donc je vais prendre une douche. Alors détail important, dans ma salle de bain, il y a une fenêtre qui donne sur le jardin. Elle est cachée à 90% et elle donne sur une partie du jardin où personne ne va. Donc on ne peut pas me voir par hasard quand je suis sous la douche. Mais si on cherche vraiment à me voir, on peut. Donc je me douche tranquille, les yeux fermés, douche chaude, donc de la buée sur la vitre. Et à un moment, j'ouvre les yeux et là, je vois des mains par la fenêtre. Au début, je comprends pas et au bout de quelques secondes, je vois un iPod dans ses mains. Donc oui, c'était il y a un moment. Du coup, là, je tape sur la vitre pour lui faire peur et il part. Je sors de la douche en laissant l'eau couler, je mets une serviette, je referme la porte de la salle de bain et je l'attends dans sa chambre qui en fait était juste à côté de la salle de bain. Et donc lui, pensant que j'étais toujours sur la douche, rentre dans sa chambre. Et à partir de là, c'est un peu flou. Je le chope, je le plaque contre le mur, je lui mets un coup de poing, je récupère l'iPod. Il dit un truc du style c'est pas pour moi, c'est pour des garçons plus grands qui m'ont dit de le faire. Il était un peu plus petit que moi. Et je crois que j'ai gardé l'iPod quelques jours puis que je l'ai juste foutu à la poubelle. Sur le coup, j'en ai pas parlé à mes parents parce que je voulais pas les mettre dans une situation délicate vis-à-vis de leurs amis. J'en ai parlé à quelques copines très proches, à mon copain de l'époque, mais on n'était pas vraiment choqués ni les uns ni les autres, puisque au final, il y avait rien, j'avais récupéré les photos. Moi, j'étais plus triste parce qu'il avait ruiné notre amitié, quoi. Et pour dire, je m'en suis souvenu que l'été dernier au moment du ayahuasca Corsica, quoi. Enfin, par contre, depuis qu'il a fait ça, je peux plus prendre de douche les yeux fermés. Du coup, j'espère lui avoir fait assez peur ce jour-là pour qu'il n'ait pas recommencé avec d'autres personnes. Mais franchement, je regrette de pas en avoir parlé à mes parents sur le coup, quoi. Parce que quand même, si je m'en étais pas aperçue et que j'avais pas récupéré les photos, il y aurait des photos de moi à poil sur les téléphones de tous les garçons de Bastia sans que j'y ai consenti. Donc voilà, donc on essaye de faire ces actions. Elles sont multiples. On a travaillé avec l'Institut de formation des infirmiers pour déceler les situations de violence conjugale. Donc il y a des formations qui ont été faites. On travaille avec les assistantes sociales également de la collectivité de Corse, anciennement le département de Corse du Sud, pour faire des orientations tout simplement. On travaille dans les CAF. Il y a des permanences. Il y a d'autres projets qui sont en cours et il y a aussi un outil qui est très intéressant pour le droit des femmes et des familles. Il y a un espace rencontre qui a été créé, qui a été relancé sur le département de la Corse du Sud et qui a pour fonction, on va dire, de recevoir les familles quand il y a une rupture de lien entre l'un des deux parents et l'enfant. Donc là aussi, c'est un travail qui se met en place en présence de la psychologue qui est là pour accompagner l'enfant et le parent. Soit ça se fait sur la base d'ordonnance du juge aux affaires familiales
c'est-à-dire que c'est le juge qui le demande pour pouvoir recréer le lien parent-enfant, un lien qui a disparu, ou parce que l'un des deux parents présente un danger pour l'enfant, parce qu'il y a ces cas de figure qui se présentent, ou alors c'est mis en place à la demande des deux parents. Il faut que les deux parents soient d'accord pour la mise en place de cette mesure, de recevoir l'enfant dans un lieu médiatisé, c'est-à-dire en présence de tiers, pour que l'autre parent ne se retrouve pas tout seul, on va dire, avec un enfant qui pourrait potentiellement être en danger. Pourquoi as-tu voulu devenir psychologue, Laura ? En 2017, donc, j'ai eu la chance de faire la rencontre d'une sage-femme qui est ensuite devenue une amie. Et c'est un peu grâce à elle que j'ai découvert la périnatalité. Parce qu'on a commencé à travailler ensemble, d'abord à beaucoup échanger, puis ensuite on a travaillé ensemble, c'est-à-dire qu'elle m'orientait les patientes qu'elle sentait assez vulnérables au niveau psychique. Et voilà, donc après c'était aussi un moment, c'était pile au moment où on a commencé en fait à vraiment parler aussi des violences obstétricales. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a eu vraiment un moment où sur les réseaux sociaux, un peu partout, voilà, la parole commençait à se libérer à ce niveau-là. On entendait de plus en plus, c'était un peu affolant d'ailleurs, on se disait bon, qu'est-ce qui se passe ? Donc voilà, on échangeait pas mal là-dessus et il y a eu pas mal de témoignages qui sont sortis. Donc en plein essor MeToo, en quelque sorte. Quelles sont les actions d'Amnesty International, Alain ? Rapidement, l'historique d'Amnesty International, je vais être un peu rapide, c'est une ONG qui a été créée en 1961 par un avocat anglais qui s'appelle Peter Benenson, qui un jour dans l'Observer lisait un article en 61, c'était l'époque de la dictature au Portugal, et donc il lisait un article dans l'Observer où on parlait de jeunes étudiants qui avaient fortement critiqué le politique du Portugal et ils ont été emprisonnés aussitôt pour délit d'opinion. Donc lui, c'est dans une grande colère et il a monté quelque chose, une structure qui très vite est devenue Amnesty International. Au départ, non, bien sûr, mais il a commencé à créer quelque chose qui a pris de l'ampleur. En 1971, c'est-à-dire 10 ans après, la France crée sa première section française d'Amnesty. Voilà. Et en 1977, Amnesty International recevait le prix Nobel de la paix. Dans pratiquement tous les pays du monde, il y a ce qu'on appelle des chercheurs. Ce sont des gens qui cherchent, mais qui travaillent sur le pays, sur des atteintes aux droits de l'homme, sur des violations, etc. Qui font des rapports et qui envoient ensuite... Alors, le siège d'Amnesty, historiquement, il est à Londres. Donc, c'est Londres qui prend toutes ces informations, qui ensuite les rediffuse dans chaque section mondiale, comme Amnesty France, Allemagne, Espagne, voilà. Il faut savoir que, être chercheur en Scandinavie, ça ne doit pas être très compliqué. Chercheur en Espagne, ça ne doit pas être très compliqué. Mais quand on devient chercheur à Amnesty dans les pays d'Afrique, certains pays d'Afrique, en Chine, en Afghanistan, en Iran, là, ça commence à être très compliqué en Turquie. Alors, en Turquie, d'ailleurs, il y a 2 ans, le responsable d'Amnesty Turquie, lui et puis son adjointe et tout un groupe ont été emprisonnés par le gouvernement turc. Alors, il y a eu un raz-de-marée mondial de toutes les sections internationales d'Amnesty qui ont envoyé des protestations. Il y a des gouvernements qui ont fait aussi des pressions. En France, ça a été le cas. Mais Erdogan, ça ne l'a pas gêné d'arrêter le responsable d'Amnesty en Turquie avec quelques-uns de ses collaborateurs. Ils sont restés, honnêtement, je ne sais plus, mais un petit peu en tôle quand même. Et les geôles turcs, ce n'est pas vraiment ce qu'il y a de mieux. Et là, ils ont eu de la maltraitance. Ça a été un peu compliqué. Donc, juste pour dire, le boulot de chercheur dans les pays où la démocratie ne règne pas forcément, c'est compliqué. Nous préférons parler de droits humains plutôt que de droits des hommes. Malgré la mention des droits de l'homme sur le site des Nations Unies, la notion d'humanité est plus inclusive. Mais que représentent ces droits ? Ces droits sont inaliénables à toute personne, sans distinction de sexe, de nationalité, d'origine ethnique, de langue, de religion, de genre, d'orientation sexuelle ou de toute autre situation. Les droits des humains incluent le droit à la vie et à la liberté.
Chacun a le droit à la liberté d'expression, au travail, à la liberté d'opinion, à l'éducation, etc. Le droit international relatif aux droits des humains énonce les obligations des États de protéger les droits et libertés des individus et groupes d'individus. La Déclaration universelle des droits humains tourne autour de plusieurs grandes thématiques, telles que l'alimentation, les changements climatiques, l'égalité des sexes, la justice, les enfants, la paix, la sécurité, la santé ou encore la dignité. Quelles sont les missions et les buts de l'association Arcou? Et quelles sont ses actions exactement, Maximilien? Alors c'est vrai qu'on est en pleine émergence, donc on a beaucoup d'idées. Voilà, avec le Covid, ça a été un peu stoppé, évidemment. C'est vrai que on a quand même pu faire quelques présentations dans des théâtres, notamment à Ajaccio et à Bastia. Donc pour présenter l'association, écouter les gens, écouter les nombreux témoignages qui sont très importants. C'est là où on a pu en fait nous rendre compte des besoins de l'île, quoi, et des personnes qui vivaient ces oppressions-là. Des besoins d'écoute aussi, parce qu'il y a un grand besoin d'écoute. Il y a eu des petites soirées où on présentait des films aussi, des films qui soutenaient la cause LGBT. Il y a eu notamment le long métrage Viril. Donc c'est un long métrage qui cassait un peu les clichés machistes de la Corse et tout, si je dis pas de bêtises, qui présentait un peu ce que les personnes non hétéros pouvaient ressentir, quoi, ou même tout simplement femmes peuvent ressentir. Après, on aurait aimé, par exemple, faire des interventions dans les écoles, et notre rêve absolu, ce serait d'organiser une Pride, bien sûr en Corse, mais voilà, c'est un peu mis en stand-by pour l'instant, mais on y travaille quand même. Quelles sont les actions d'Amnesty International au niveau international? Comme vous l'avez compris, Amnesty est présent quasiment dans tous les pays du monde. Liste très longue des atteintes aux droits de l'homme, évidemment, dans pas mal de pays. La Syrie, bien sûr, ça a été, et c'est toujours une très grande occupation d'Amnesty et de toutes les ONG mondiales, bien sûr. La Syrie, avec les Kurdes, avec les massacres des opposants, avec les déplacements de population, les camps kurdes, les Kurdes qui sont acculés entre la Turquie qui les bloque et puis Bachar el-Assad qui les comprime au maximum pour au mieux les éliminer, ce qui arrangerait Bachar, et ce qui arrangerait la Turquie aussi, d'ailleurs, parce que les Kurdes, ils les aiment pas trop. Pour les Turcs, les Kurdes ce sont des trublions, parce que les Kurdes revendiquent un territoire, parce qu'ils sont éclatés sur plusieurs pays. Le pays kurde n'existe pas, il est morcelé. Donc, les plus actifs, c'est ceux qui étaient en Syrie et qui sont toujours en Syrie et qui ont, comme vous le savez, combattu Daesh les plus violemment possible, notamment avec beaucoup de bataillons de groupes militaires femmes qui ont été extrêmement virulentes pour attaquer les points où était ancré Daesh. D'autant que, parenthèse, et ça, peut-être vous le savez, mais Daesh ne supportait pas de se faire tuer par des femmes parce que ils n'allaient pas au paradis. Voilà. Et les femmes kurdes combattantes se régalaient de les dégommer parce que c'était une double punition. Les autres, ils étaient morts, mais en même temps, ils savaient qu'ils n'iraient pas au paradis puisque c'est une femme qui les a tués. Ouais, voilà, tout ça pour dire que les Kurdes, c'était une grande préoccupation d'Amnesty. En Chine, évidemment, beaucoup, puisqu'il y a énormément d'atteintes aux droits de l'homme, il y a très peu de liberté dans le pays. Et puis, on parle depuis un moment maintenant des Ouïghours, qui est cette population musulmane qui vit assez reculée du pouvoir central de Pékin, mais qui sont pourchassés, massacrés, torturés, beaucoup de viols, beaucoup de stérilisations aussi forcées, pour que les Ouïghours ne se développent pas. Donc voilà, il y a en Algérie aussi, Amnesty International a soutenu beaucoup les mouvements algériens qu'il y a eu avant que le Covid débarque, donc ce qu'on a appelé le Hirak. Amnesty a beaucoup participé à la pression pour la libération du journaliste Khaled Drarani, qui était donc un journaliste qui avait été arrêté pour délit d'opinion. Et en Algérie, on adore utiliser le terme « atteinte à la sûreté de l'État ». Amnesty s'est beaucoup aussi préoccupé des déplacements de population liés au conflit. Et puis enfin,
entre autres. Après, voilà, il y a aussi le dérèglement climatique, les réfugiés climat, la forêt amazonienne. Les réfugiés climat, d'ailleurs, qui vont être tout doucement, mais sûrement, hélas, les prochaines grandes étapes des grandes migrations forcées de population. Après les guerres, qui ont toujours lieu et qui, hélas, sûrement auront encore lieu dans les temps qui viennent, mais vont se rajouter au fur et à mesure les réfugiés climatiques dus aux sécheresses, dus au détournement des cours d'eau par des puissances industrielles qui travaillent avec le monde, mais pas avec sur lequel ils sont, bien sûr. Voilà, bon, en gros, j'en oublie forcément, parce qu'il y a il y a eu, par exemple, oui, Amnesty a soutenu beaucoup les luttes en Pologne, notamment par rapport à l'avortement, qui avait été interdit, qui est interdit par le gouvernement polonais. Là, on est quand même dans l'Europe. Et quelles sont les actions locales ? Donc, alors, on fait des présences dans l'année sur la place Saint-Nicolas à Bastia, avec une grande table, avec plein de choses qui jettent, parce qu'il y a du jaune. C'est Amnesty International, c'est jaune. L'emblème d'Amnesty, c'est jaune, avec une belle bougie, avec des barbelés autour, l'espoir. Donc, on a des revues, on a des pétitions à faire signer. Donc, on rencontre les gens à ce moment-là. Tous les ans, au mois de décembre, il y a la journée mondiale de la campagne de signature pour Amnesty. C'est-à-dire que dans le monde entier, chaque groupe, chaque section d'Amnesty est appelée à faire quelque chose comme c'est possible de faire. Donc, nous, autour de cette date-là, on s'installe place Saint-Nicolas et Amnesty France choisit 10 cas dans le monde à soutenir. Alors hélas, il y en a bien plus que 10, mais pour que ça soit parlant pour les gens qui vont venir signer, on leur présente telle personne qui est emprisonnée en Afrique, qui est emprisonnée en Chine, qui est menacée de mort, de pendaison. Et donc, on leur demande de signer ces pétitions qu'ensuite, nous, on envoie à Amnesty France, qui ensuite va les envoyer aux ambassades concernées, aux pays concernés. Donc, ça, c'est une journée très importante parce que ces pressions-là ont permis en tout cas des libérations ou des arrêts de condamnation à mort de certaines personnes prisonniers dans leur pays. On participe aussi au Festival de la BD à Bastia. On a une présence, on vient avec des revues, avec des livres. Il y a un certain nombre de bandes dessinées qui reprennent la défense des droits humains. Donc, on présente toutes ces BD avec toujours des pétitions. Et puis, un grand moment aussi, c'est au mois de mars, c'est le Festival du cinéma des droits humains, à savoir qu'on a une liste de films sélectionnés pour participer à ce festival. À nous de décider ce que l'on veut projeter. Et il y a aussi des courts-métrages pour tout public, mais aussi des courts-métrages pour enfants qui peuvent être projetés dans les écoles, ce qu'on a pu faire à certains moments. Y a-t-il eu des prises en charge d'hommes au CIDFF, Célia ? Oui. En tout cas, nous, en Corse du Sud, alors c'est pas la majorité, ça doit représenter moins de 10%, mais on a été amenés à recevoir des hommes victimes de violences conjugales. Parce que, la violence, effectivement, elle est à dominante masculine, mais c'est pas l'apanage des hommes. Il y a des femmes violentes et il y a des femmes qui connaissent certaines addictions qui font qu'elles peuvent avoir un comportement très violent, pouvant aller jusqu'au meurtre. Je veux dire, il n'y a pas de... Voilà. Et toi, Laura, quels sont tes clients ? J'accompagne des femmes. Bon, je commence aussi à faire des accompagnements avec des familles. Il y a aussi des hommes. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y a quand même des hommes. Après, je suis assez surprise d'accompagner de plus en plus de femmes qui ont vécu ou qui vivent sous emprise, c'est-à-dire avec un conjoint tyrannique. Et c'est vrai que je suis assez surprise même par rapport à l'âge des femmes. Pas mal d'adolescentes aussi, ou qui me parlent de relations de couple, mais bon, qui sont assez... naissantes, on découvre quand même le couple à l'adolescence et déjà dans des relations un petit peu comme ça d'emprise, notamment par le biais des réseaux sociaux, là j'avais le cas d'une jeune patiente où il fallait envoyer TikTok tout au long de la journée de comment elle était habillée, avec qui elle était, donc comment on voit aussi comment à travers les réseaux sociaux en fait il
il y a des phénomènes d'emprise qui se mettent en place, quoi. Et ça, j'avoue que c'est assez flippant. Voilà. Donc des femmes de plus en plus jeunes. Après, j'ai pas un gros recul sur. Il faudrait se documenter dessus, mais voilà, pas mal ça. Bon, évidemment, des femmes qui ont vécu des violences conjugales et donc des violences sexuelles, parce que ça va ensemble, malheureusement. Et voilà, des jeunes femmes qui sont en pleine construction de leur identité et qui se construisent par le prisme des réseaux sociaux, des images, et on voit à quel point l'impact néfaste finalement des images sur la représentation du corps et de soi. À quel public vous adressez-vous à travers l'art ? Alors, déjà, c'est les personnes ayant témoigné lors de la soirée d'ouverture à Bastia. Ce sont beaucoup de jeunes, principalement des jeunes LGBT. Oui, il y a eu beaucoup de gens quand même qui étaient, alors je dirais, touchés par cette cause-là, qui ont voulu rejoindre l'association quand même. Et ce sont des personnes de tout âge, voilà, qui étaient touchées par ce sujet, tout simplement. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes, parce que nous, en fait, on pratique ce qu'on appelle l'intersectionnalité, quand même. Ça veut dire que les oppressions un peu s'articulent entre elles. C'est pour ça que les femmes aussi, donc, elles vivent des oppressions. Donc, on a voulu les inclure aussi. En fait, on ne fait pas que les oppressions LGBTI. On fait aussi bien sûr tout ce qui est féministe. L'intersectionnalité, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait une notion employée en sociologie et en réflexion politique qui désigne la situation de personnes subissant simultanément plusieurs formes de stratification, de domination ou de discrimination dans une société donnée. Laura, tu nous as parlé de cette sage-femme qui te réorientait ses patientes. Comment ça se passait ? Alors, en général, je pense qu'elle sent donc, qu'il y a au niveau physique, elle voit bien qu'il y a un souci au niveau du périnée. C'est souvent des périnées qui sont très tendus. Bon, ça, elle en parlerait beaucoup mieux que moi. Là-dessus, je ne sais pas trop. Et elle sent surtout qu'il y a quelque chose au niveau psy qui coince. Voilà, il y a quelque chose. Elle sent qu'il y a une vulnérabilité dans le discours. Et c'est pour ça qu'on formait un bon duo, parce que du coup, elle m'orientait les patientes à ce niveau-là, et puis ensuite, on pouvait échanger et vraiment accompagner la patiente de façon plus globale, quoi, et pas seulement sur un des sujets. Voilà. Après, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai voulu me spécialiser en quelque sorte, que j'ai vraiment compris que c'était accompagner les femmes qui me plaisait. Et puis, il y a vraiment une volonté de ma part de me spécialiser les problématiques que rencontrent les femmes. Et puis c'est surtout qu'à l'époque, après j'étais pas allée trop chercher du côté de la psychanalyse, mais en tout cas, en faisant un petit peu le tour des bibliothèques universitaires, je trouvais absolument pas de littérature qui pouvait répondre aux problématiques que rencontraient mes patientes. Donc ça, sur le moment, ça m'a posé question. Après, j'ai pas fait de revue de la littérature sur le sujet parce que je pense qu'on trouverait beaucoup de choses, même en psychanalyse, tout ça. Mais vraiment sur les problématiques sexuelles, sur les problématiques, sur tout ce qui est attrait au genre, sur tout ce qui est violence symbolique, on va vraiment avoir du mal en fait à trouver en psychologie des réponses. Et ce sera plutôt du côté, en tout cas à l'époque, et aujourd'hui je pense que c'est vraiment en train de s'élargir, c'était plutôt du côté d'une littérature un peu plus engagée, de la sociologie, tout ça, où là on trouvait pas mal de choses. Et c'est là aussi où je me suis rendu compte que voilà, le féminin c'était vraiment un objet chaud, comme on dit en sociaux, c'est-à-dire un objet qui fait débat sur la scène publique. Et au niveau de l'accompagnement des victimes, au niveau juridique, comment ça se passe, Célia ? Alors, en l'état actuel, on ne peut pas déposer plainte pour un tiers. C'est-à-dire que la personne qui souhaite déposer plainte, elle est obligée de faire le déplacement, soit en gendarmerie, soit au commissariat, soit d'écrire directement entre les mains du procureur de la République par le biais d'un courrier qui est adressé au tribunal judiciaire en disant, voilà, je souhaite déposer plainte contre X ou contre une personne nommée pour tel fait, et voici les éléments que je fournis à l'appui de ma plainte. Mais nous, en tant qu'association, et toutes les associations tierces, ne peuvent pas déposer plainte pour le nom d'une personne qu'elles auraient reçue. Par contre, il arrive
qu'il y ait des situations qui soient un peu compliquées ou des personnes qui soient... Alors, pas réticentes à déposer plainte, parce que notre rôle n'est pas de les forcer à déposer plainte. L'idée de la plainte, les délais de prescription sont quand même relativement longs. Donc, on n'a pas... s'il n'y a pas d'urgence vitale, l'idée, c'est de ne pas, on va dire, brusquer la personne en lui dire « Mais madame, il faut à tout prix déposer plainte. Si vous ne le faites pas, vous faites n'importe quoi. » C'est pas l'idée. L'idée, c'est vraiment de l'écoute, de l'accompagnement. Mais cet accompagnement, effectivement, ça peut aller jusqu'à l'accompagnement en gendarmerie ou au commissariat si la personne en fait la demande, parce que la relation de confiance s'est créée et que la personne ne souhaite pas se présenter toute seule dans un commissariat ou dans une gendarmerie, ou parce qu'elle a eu une mauvaise expérience. Voilà, ça arrive. Parce qu'il y a pu y avoir un refus de plainte par le passé, donc la personne n'a pas forcément envie de se livrer. Ou alors on prend attache aussi avec la brigade de gendarmerie qui est censée recevoir la personne en disant voilà, on a reçu madame Untel qui nous indique vouloir se présenter chez vous tel jour. Donc voilà. On essaye de préparer le terrain au vu de la situation, et après c'est vraiment en fonction des situations, c'est au cas par cas. Hein. Il y a un canevas, on va dire, mais on reste jamais dans le cadre parce que chaque situation est différente, donc on s'adapte à la situation. Il y a des situations quand les femmes veulent quitter le logement, avec ou sans enfants, ça arrive, et à ce moment-là, c'est le CHRS de la FALEP qui s'occupe de l'hébergement. Le CIDFF Corse du Sud n'a pas d'hébergement dédié, mais on travaille avec des centres d'hébergement d'urgence, donc voilà, donc on réoriente. Alors c'est pas juste présentez-vous à tel endroit, c'est qu'on prend attache avec le service, on fait état de la situation, on explique ce qui se passe, et voilà comment les choses se font, et sur l'ensemble du département. Voilà. Il y a des orientations qui peuvent se faire sur l'extrême sud, donc on ne reçoit pas nécessairement la personne, elle va nous appeler, elle nous fait état d'une situation d'urgence, donc on rentre en contact au travers du réseau, on va dire, associatif, et on fait en sorte qu'il y ait une solution qui puisse être apportée. S'il n'y a pas d'autres situations, parce que toutes les personnes ne souhaitent pas un hébergement d'urgence. Elles vont peut-être quitter le foyer, mais elles vont être hébergées chez un ami, chez de la famille, parce que c'est pas non plus la situation idéale, hein, l'hébergement d'urgence. C'est vraiment parce qu'on n'a pas d'autre recours. Alors, il y a un dispositif pour le conjoint violent. Il y a des ordonnances de protection qui peuvent être rendues par un juge aux affaires familiales. Ce sont pas c'est pas un dispositif pénal. C'est un dispositif qui relève de l'ordre civil. Et donc c'est un juge aux affaires familiales qui prend la décision, c'est pas le procureur de la République, mais au vu des éléments qui vont lui être soumis. C'est-à-dire qu'il va falloir au vu des éléments qu'on lui soumet, qu'il statue en urgence sur une situation de danger pour la femme, pour les enfants. Avec ou sans enfants, parce qu'il n'est pas obligatoire qu'il y ait des enfants pour qu'une ordonnance de protection soit rendue. Hein. Et c'est un dispositif qui est censé être rendu de façon urgente, c'est-à-dire au jour où on le saisit, le juge aux affaires familiales a 6 jours pour rendre sa décision. Donc c'est quelque chose qui se fait de façon assez brève, et on peut lui demander que le conjoint violent, même si c'est son propre domicile, soit, on va dire, expulsé du logement pour une durée qui est normalement de 6 mois. Ce qui veut dire que ça peut laisser aussi à la femme et aux enfants une forme de stabilité et d'équilibre, le temps de trouver une solution. Donc il y a quand même ce dispositif qui est intéressant, qui existe depuis 2010, qui n'a pas été très utilisé. Alors en France de façon générale, mais même en Corse, hein, et plus spécifiquement en Corse du Sud, mais c'est un dispositif qui a été relancé quand le Grenelle sur les violences conjugales a été, on va dire, revu par Malène Schiappa, et c'est un dispositif qui a vocation aujourd'hui à être connu, déjà parce qu'il offre des possibilités de protection pour les femmes victimes de violences conjugales et les hommes victimes de violences conjugales, par l'expulsion du conjoint violent, par une interdiction de contact, qui en fait sont des mesures qui sont normalement prononcées par un juge pénal au moment d'une condamnation ou d'un contrôle judiciaire, mais qui là peuvent être prononcées par un juge civil de façon en amont, sans qu'une plainte pénale ait été déposée, parce que c'est pas un préalable obligatoire, la plainte pénale. Donc c'est un dispositif très intéressant qui est prévu par les textes et qui a vocation donc à se développer, à être connu. Après, il y a une chose qui est certaine, c'est que le juge aux affaires familiales, quand il prend sa décision, lui, il a besoin quand même d'avoir des éléments qui lui permettent de se convaincre de cette situation de danger. Parce que les conséquences, elles sont quand même importantes. Il peut y avoir une expulsion d'une personne de chez elle, il peut y avoir une interdiction de contact, il peut y avoir une suspension des droits parentaux. Donc, il est quand même nécessaire d'apporter suffisamment d'éléments pour permettre au juge civil de statuer avant même le dépôt d'une plainte pénale. Alain, peux-tu nous dire comment Amnesty International arrive à se faire entendre ? Alors, comment on fait Amnesty ? Amnesty fait... alors, la force de frappe d'Amnesty,
Alors j'ai envie de dire d'abord déjà c'est son nom, c'est une marque, voilà, entre guillemets. Amnesty International, c'est connu, reconnu dans le monde, redouté pour certains autocrates, mais voilà, reconnu dans le monde. Alors la pression, elle se fait déjà via des ambassades. Le bureau d'Amnesty International fait pression sur les ambassades pour dénoncer une situation locale. Bon, là, on parlait de la Pologne, voilà, sur la Pologne. Mais de n'importe quel autre pays, c'est la même démarche. Ces actions sont aussi soutenues par des gens d'Amnesty, par des pétitions. C'est un peu l'arme habituelle depuis le début d'Amnesty, c'est écrire des lettres, faire des pétitions qui sont envoyées ensuite auprès des consulats, auprès des ambassades concernées. Et c'est une force de frappe. Enfin, on a l'impression comme ça, non. Mais quand c'est des milliers, plus des milliers qui envoient des courriers à l'ambassade de Birmanie, par exemple, c'est sûr que les dictateurs s'émeuvent peu de toutes ces affaires-là. Mais quand même, à un moment donné, ça commence à faire beaucoup. D'autant qu'il arrive aussi que les États prennent les relais. Quand les pressions des ONG deviennent fortes, les États ne restent pas non plus absentes, inactives. Voilà. Donc, et puis il y a des relais qui se font après auprès des Nations Unies. Amnesty aussi fait des dépôts de protestation auprès des Nations Unies. Donc voilà, c'est pour ça que je disais un peu légèrement, c'est une marque, mais c'est vrai, oui, Amnesty International, comme Médecins sans frontières, comme Action contre la faim, ouais, ce sont des ONG avec des noms qui portent, et du coup, une action d'une de ces ONG prend toute son ampleur. Nos différents intervenants viennent de se présenter et présenter les actions et accompagnements qu'ils proposent en fonction de leur métier ou organisation. Voyons à présent si un changement s'opère dans les mentalités, dans la considération et l'inclusion en Corse selon eux. Est-ce que vous sentez à l'ARC ou qu'un changement s'opère en Corse ? Alors c'est vrai que je me souviens quand il y avait eu l'article sur la fameuse Pride à Ajaccio que Marlène Schiappa voulait organiser, c'est vrai qu'il y avait eu beaucoup de commentaires assez délétères quand même et assez corrosifs, donc vraiment qui faisaient de la peine. Je me disais mais quand même ça fait peur tout ça. Donc là ça m'a quand même alerté. Je me suis dit oui il y a beaucoup de travail à faire quand même. Là ça m'a. Eh bien, au final, quand j'ai vu le nombre de personnes, ça c'était avant la soirée d'ouverture à Bastia, le 17 mai. Lorsqu'il y a eu la soirée d'ouverture, j'ai vu le nombre de personnes qui ont applaudi ces jeunes qui sont venus se présenter et faire un discours. Eh bien, là, je me suis dit, ah oui, quand même, pas tout le monde est comme ça. C'est là où je me suis dit, il y a quand même beaucoup de diversité en Corse au niveau de la pensée politique. Célia, trouves-tu qu'il y a une diminution des violences ou changement positif des mentalités en général ? La société s'empare de ces sujets qui étaient pendant longtemps, on va dire, laissés un peu tabous, un peu de côté. Et aujourd'hui, je pense que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que on prend conscience de quelle est la situation des femmes aujourd'hui dans la société, de ce qu'elles subissent, de ce qu'elles ont pu subir dans leur enfance. Alors, femmes ou hommes, hein, parce qu'attention, je ne veux vraiment pas exclure les hommes de ces situations, parce que les violences à caractère sexuel concernent aussi les hommes, concernent beaucoup les jeunes enfants, et les violences conjugales aussi. Mais on a toujours tendance à aller vers cette situation en parlant des femmes, parce qu'elles sont majoritairement concernées par ce type de fait-là. Mais c'est important de dire qu'aujourd'hui, la société s'est emparée de ce sujet, que la société civile, parce qu'il y a la société politique, mais la société civile aussi s'est emparée de ce sujet. Aujourd'hui, ce sont des sujets dont on peut parler en famille, dont on ne parlait pas forcément il y a 10-15 ans, parce que les violences conjugales étaient tabous, les violences à caractère sexuel étaient tabous, les regards appuyés sur des mini-jupes étaient tabous, en disant oui, mais en même temps, peut-être que la jupe elle est un peu trop courte. Alors qu'aujourd'hui, on prend quand même conscience que c'est pas normal. C'est pas normal qu'une jeune femme ait peur de sortir dans la rue, ou qu'elle se pose la question de savoir est-ce que de par sa tenue, elle va éveiller ou elle va susciter des comportements qui vont pas être normaux. Voilà. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal de se dire aujourd'hui, voilà, j'ai une jupe
je me suis habillée comme j'avais envie de m'habiller, mais est-ce que je ne vais pas susciter en face un regard appuyé, quelque chose de désagréable? Et ça, c'est bien que les jeunes filles, que les jeunes femmes en prennent conscience, et que finalement nos aînés aussi prennent conscience de la situation, parce qu'elles aussi, elles ont vécu ces situations-là, hein. Sauf que c'était normal. Voilà. Peut-être que les mains aux fesses, bon ben voilà, on passait outre. Aujourd'hui, c'est choquant de voir une main aux fesses. Mais la société est passée outre pendant des années en disant bon, ben, on entendait souvent oui, peut-être que la personne l'a cherché. Non, on ne cherche pas. Chaque personne est indépendante, chaque personne est libre de faire les choses comme elle le souhaite, comme elle l'entend, et elle n'a pas à subir une quelconque agression. Je veux dire, un regard appuyé, une main aux fesses, des choses comme ça, ce sont des comportements aujourd'hui qui ont vocation à ne plus être acceptés par la société, et c'est, à mon sens, quelque chose de positif, parce que ça veut dire que les mentalités évoluent. Maximilien, est-ce que tu sens plus d'acceptation et d'évolution sur les questions de genre, les orientations sexuelles de chacun ou chacune, et plus d'affirmation en Corse? Alors oui, non, je pense que ça... Il y a quand même un début. Je pense qu'on est sur les débuts de quelque chose quand même, hein. Pour vous donner un exemple, je suis allé voir une pièce de théâtre que l'Arcou proposait, en fait. Alors, je ne sais plus le titre, mais c'était en fait 2 personnes homosexuelles qui vivaient leur homosexualité. Je crois qu'au départ, elles étaient sur Paris, puis après, elles venaient en Corse. C'était ça le pitch de la pièce. Et il y en avait un qui était out et l'autre qui n'était pas out. Donc ça veut dire qu'il affirmait qui disait tout simplement qu'il était homosexuel, et l'autre qui ne le disait pas. Et les comédiens à la fin témoignaient et disaient mais on a fait cette pièce-là, on l'a d'abord jouée dans des villages corses. On pensait vraiment qu'on allait se faire caillasser les voitures à la fin, à la sortie de la pièce. Et ben non, les gens nous écoutaient. On a eu un très bon accueil là-dessus. Et par contre, au niveau de la considération et de la libération de la parole chez les garçons, il n'y a pas d'amélioration, Célia? Il est vrai qu'ils ne font pas partie de la majorité des faits dénoncés, parce que je pense qu'il y a un verrou qui est compliqué à faire sauter en disant voilà, qu'est-ce qu'on va penser, qu'est-ce qu'on va en dire. C'est certainement plus compliqué, et peut-être parce que est-ce qu'on porte plus d'attention aux paroles des femmes parce qu'elles sont majoritaires, je ne sais pas. Et il y a aussi, je pense, peut-être la crainte du regard après qu'on va porter là-dessus, parce que ce ne sont pas des faits qui sont dénoncés de façon majoritaire, ce qui veut dire qu'ils vont se retrouver un peu peut-être en marge par rapport à l'ensemble du mouvement, et peut-être l'idée c'est de les amener, à mon sens en tout cas, hommes comme femmes, à libérer leurs paroles, parce que c'est une chose qui est primordiale, ne serait-ce que pour pouvoir se reconstruire, parce que ce sont des choses qui vous détruisent, et pour pouvoir avancer, c'est d'en parler, c'est une première chose. Alors ça ne va pas résoudre tous les problèmes, hein. Ça va pas résoudre tous les problèmes, ça va pas vous apporter une solution immédiate, mais en tout cas déjà d'en parler, ça va permettre de faire sauter le blocage, de dire qu'est-ce que vont penser les autres, parce que les autres vont avoir une approche bienveillante vis-à-vis de ces jeunes hommes, hein. L'approche elle sera bienveillante, la personne sera entourée, la personne bénéficiera des mêmes, on va dire des mêmes dispositifs que les femmes. Il n'y a pas de différence qui sont faites à ce niveau-là. Après, est-ce que peut-être la difficulté, c'est comment ça va être perçu, parce qu'on va savoir que j'ai été victime de tel fait et c'est peut-être compliqué. Je ne sais pas. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, il faut que ces personnes-là aient conscience que elles feront l'objet d'une bienveillance, d'un accompagnement par les personnes qu'elles seront amenées à rencontrer dans le cadre de la prise en charge, hein, que ce soit associatif, que ce soit professionnel du droit, que ce soit les services de police, de gendarmerie, etc. Et il y aura une prise en charge qui sera complète, en tout cas qui leur sera proposée de façon complète. Après, libre à eux de faire leur choix et de voir comment ils souhaitent être accompagnés. Et après, voilà. Mais ça fait partie, on va dire, des éléments, à mon sens, importants. Et donc, Alain, quelles sont les interventions que vous faites dans les écoles? Avec le travail ce qu'on appelle en EDH, dans le jargon, c'est de l'éducation aux droits humains. Donc ça, c'est Cathy, c'est une autre fille du groupe qui elle a fait des interventions dans le primaire, auprès du lycée. Elle a beaucoup travaillé parce que l'année dernière, c'était les 31 ans de la déclaration de la Convention internationale des droits de l'enfant. Donc, elle a fait de belles interventions avec des expos
que Amnesty France nous a envoyé des triptyques sur des panneaux, enfin avec c'est quoi la Déclaration internationale des droits de l'enfant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les enfants, on réclame qu'ils aient le droit aux soins, le droit à l'école, le droit à la nourriture, le droit à ce qu'il n'y ait pas d'exploitation, bien évidemment, économique. Et ensuite, évidemment, on pense aussi à tout ce qui est le plus malsain, les exploitations sexuelles des enfants, qui existent, hélas. Et puis, il y a aussi ce que l'on a pu voir dans des reportages par moment, ce qu'on appelle les enfants soldats, qui sont donc principalement en Afrique. En effet, en 1989 a été développée la Convention internationale des droits de l'enfant. C'est un traité fondamental et le socle de toute action de l'UNICEF, car les enfants sont plus vulnérables que les adultes. Ils n'ont ni droit de vote, ni influence politique ou économique, et le développement sain des enfants est crucial pour l'avenir de toute société. Donc voilà, elle a fait un petit peu ce travail-là, la discrimination aussi des filles, évidemment, beaucoup, les mariages forcés, le travail, l'égalité entre les garçons et les filles, alors chez nous, qui n'est pas non plus au top, mais bon. Donc c'est vrai que moi par exemple quand j'ai démarré, j'ai eu des réflexions, j'ai eu des messages sur les réseaux sociaux en me disant que j'avais pas les épaules aussi, que je semblais un peu jeune déjà pour faire ça et un peu fragile. J'ai rencontré des investisseurs, j'ai rencontré des potentiels partenaires financiers qui me demandaient si c'était moi qui avais fait le business plan. Alors que j'avais vraiment fait. Après, je vais pas rentrer dans les détails, mais on m'a déjà dit que j'avais peut-être donné des faveurs à certaines personnes pour obtenir en fait des avantages pour l'école. Donc des choses qui ne sortent totalement de nulle part, mais en fait pour ces personnes-là qui sont une minorité. Le problème, c'est que c'est toujours la minorité visible, mais c'est la minorité finalement la plus active et qui nous touche le plus. Le problème, c'est que pour cette minorité-là, le fait qu'une femme de moins de 30 ans, en plus j'ai un aspect un peu fluet, du coup un peu fragile, puisse monter une école, c'est pas possible en fait. C'est pas possible. Du coup, obligatoirement, il y a autre chose. Oui, on m'a déjà dit que j'étais là aussi pour faire la photo et que derrière, il y avait quelqu'un d'autre qui travaillait. Donc obligatoirement, il y a une autre raison que uniquement la passion ou les compétences qui peuvent permettre de monter un projet. Donc c'est vrai que encore, je pensais pas qu'il y avait encore ces clichés-là, mais ça existe toujours. Voilà, effectivement. C'est vrai que j'ai la chance du coup d'être associée à Jean-Luc Blénaud, avec qui je travaille depuis le début, qui m'a rejoint du coup quand j'ai créé l'entreprise. Et effectivement, on faisait les rendez-vous ensemble. Donc en général, quand je parlais, en fait, les personnes regardaient Jean-Louis, c'était toujours des hommes. Et plusieurs fois, effectivement, il a même fait la remarque, elle est jolie, c'est vous qui travaillez en fait. Voilà, c'est des choses qui sont apparues effectivement plusieurs fois, donc déjà sur le physique. La première des choses de dire, même alors que j'étais à côté, de dire vous avez de la chance, alors que voilà. Donc c'est vrai que c'est des remarques qui finalement, après nous, alors j'ai la chance d'être bien défendue du coup par Jean-Louis, qui est totalement un fervent défenseur du coup de cette égalité-là. Mais c'est vrai que quand nous on fait la réflexion en disant que c'est un petit peu déplacé, on nous dit mais non, voilà, il faut pas le prendre comme ça. Donc c'est vraiment dans le sexisme ordinaire. C'est de l'humour en fait, mais c'est même flatteur quoi. On vous dit que vous êtes jolie, sauf que dans le milieu professionnel, c'est gentil, mais dans le milieu professionnel, on s'en fiche. Je veux dire, on est là pour travailler et montrer des compétences. Donc ça n'a rien à voir du coup. Maximilien, est-ce que l'on prend conscience de la multitude de genres ou d'orientations sexuelles ? C'est vrai que j'ai remarqué que déjà, même de manière générale, pas qu'en Corse, les questions de genre, c'est quand même beaucoup plus complexe. C'est vrai qu'avant de se demander qui on est, on se demande qui on aime, j'ai remarqué au niveau du développement personnel. Donc c'est beaucoup plus, par exemple, de dire que quelqu'un est homo, quelqu'un est bisexuel, c'est beaucoup plus développé, plus courant. Mais les questions de genre, c'est vrai que c'est pas quelque chose dont les gens s'interrogent beaucoup et les personnes subissent beaucoup de moqueries, sur les questions de genre, par exemple. Je ne sais pas, moi, il y a eu des publications de Corse, du journal satirique Corse Machin, qui, il n'y a pas longtemps, faisait pas mal de publications sur les personnes non binaires. Et c'est vrai que les commentaires dessous n'étaient vraiment pas... c'était quand même assez hostile, on va dire. Après, il y a beaucoup de clichés. Alors, c'est un effet de mode, c'est ce genre de choses-là, quoi. Laura, en entretien, est-ce que des personnes arrivent et te parlent d'impératifs de genre ? Non, les attentes, c'était plus en termes de...
Après, ce qu'il y a, c'est que ces attentes-là, elles sont internalisées, c'est-à-dire qu'elles sont pas forcément conscientisées. Donc les personnes ne vont pas arriver forcément en disant non, mais je sens qu'on me met cette pression-là, et pour autant, c'est quand même beaucoup plus complexe ce qui se passe en entretien. Et du coup, moi, ça me fait un petit peu penser plutôt aux mères de famille. J'ai vu pas mal de femmes qui arrivaient, qui étaient mères de famille, qui avaient une charge mentale énorme, et où là, on sentait vraiment qu'elles subissaient finalement cette étiquette et ce rôle qu'on leur avait assigné en tant que femme, mère de famille, avec tout ce qui va avec, au niveau même de la sexualité du couple, tout ça. Ça, oui. Ouais, gestion du foyer et tout ce qui est en rapport avec la charge mentale. Après, c'est déjà voir est-ce que ça leur pose un problème. Déjà, c'est savoir est-ce qu'elles viennent avec ce problème-là, parce que souvent, elles ne viennent pas avec ce problème-là. Elles viennent avec une autre demande. Par exemple, ça va être mon couple va mal, c'est à cause de moi, parce que je sais pas, moi c'est compliqué pour lui. Voyez, voilà, je prends un exemple fictif. Je viens d'accoucher, j'ai plus de désir, j'ai plus de rapport sexuel avec mon conjoint, mais bon, je sens qu'il en a envie. Comment on fait Voilà, ça va plus être cette demande-là où on sent déjà ce qui se joue. Voilà, donc petit à petit, oui, si possible, l'amener à conscientiser que la problématique, elle est pas là. Enfin, en tout cas, plutôt l'amener à dire bon, mais qu'est-ce qui est bon pour vous et qu'est-ce qui vous va pas. Mais c'est vrai que c'est un travail assez long de déconstruction, on peut dire, c'est comme ça. D'après toi, Maximilien, est-ce qu'il est pertinent de genrer une personne ou de la définir par son orientation sexuelle ? Alors, bon, genrer, je sais qu'il y a des personnes qui veulent qu'on les genre de telle manière. Donc, oui, c'est important de respecter le genre de chaque personne. Même pour mon identité de genre, je suis en questionnement, je vous avoue. Et c'est vrai que je suis sur des groupes de personnes non binaires qui sont dans toute la France. Et il y a beaucoup de termes en fait chez les personnes non binaires. Il y a beaucoup d'identités, parce que c'est un peu un terme parapluie, si j'ai bien compris. Ça veut dire que ça regroupe, ça englobe pas mal d'identités de genre. Et après, voilà, moi, c'est vrai que j'ai tendance à me dire, bon, c'est vrai que c'est un peu un message utopique, mais encore une fois, mais moi, j'aime pas me mettre dans une case. Ça veut dire que les gens qui le font, qui ont ce besoin-là, je comprends tout à fait, évidemment. Encore une fois, je blâme pas, mais moi, c'est vrai que j'ai tendance à me dire, je suis moi, point. C'est tout. C'est vrai que j'aimerais vivre sans me justifier tout le temps. Pour un exemple tout bête, je me maquille parce que je suis bisexuel pour moi, ça n'a rien à voir, quoi. Je suis moi, j'aime me maquiller, j'aime porter des habits androgynes. Oui, la liberté d'expression. Oui, bon, c'est vrai que c'est un peu à double tranchant. Je sais pas trop comment expliquer, parce que la liberté d'expression, ça veut dire que tout le monde a un mot à dire sur plein de sujets qui ne les concernent pas. Donc ça, c'est vrai que c'est ce qui me dérange aussi. Par exemple, pour prendre quelque chose pour l'avortement, s'il y a plein de personnes qui ont voté contre, et on remarque que la majorité, ce sont des hommes, des hommes cis, je veux dire. On se dit qu'est-ce que ça peut leur faire, ça ne les concerne pas, donc j'ai du mal à comprendre ça. Ensuite, au niveau du lycée, alors elle a fait avec la Déclaration universelle des droits humains, qui date du 10 décembre 1948, d'où la campagne des signatures de décembre. Et là, les thèmes choisis auprès des lycéens, c'était l'abolition de la peine de mort, la lutte contre la discrimination, l'égalité filles-garçons, et la lutte contre l'impunité et la justice internationale. Et dans ce cadre-là, nous, à Île-Rousse, au Fogat, on a passé un film qui s'appelle Capharnaüm. C'est un film libanais, franco-libanais. Alors, en 2 mots très rapides, c'est l'histoire d'un petit garçon. Alors, ça se passe à Beyrouth. Ce film se passe dans les bas-fonds, les bas quartiers, les quartiers les plus pauvres de Beyrouth. Donc, il y a le beau Beyrouth, et puis il y a les quartiers les plus pauvres. Et c'est un petit garçon qui il récupère un bébé dont sa mère ne pouvait plus. Il est très fort. Le film commence au tribunal parce que le petit garçon, il fait un dépôt de plainte. Donc, le président du tribunal lui dit « Bon alors, t'es là pourquoi, toi ?» Il dit « Je suis venu pour déposer une plainte. »
Il dit « Je porte plainte contre mes parents pour m'avoir mis au monde dans ce monde pareil ». Et le film démarre comme ça. Et donc, on voit toute la vie de ce petit garçon avec ce bébé qu'il va récupérer. Par un hasard de vie, il va frôler les dangers, bien sûr, de gens extrêmement mal intentionnés à son égard. Donc, mais bon, comme il a une intelligence naturelle très forte, donc il arrive à éviter tout ça. Mais voilà, le film, il relate parfaitement bien la vie d'enfants qui, lâchés dans une nature un peu hostile, sont en danger. Je l'ai eu principalement pendant mes expériences professionnelles quand j'ai commencé en tant qu'étudiante. Déjà, quand j'ai fait mes premiers stages en entreprise, j'ai eu droit à des gestes et même des phrases extrêmement déplacées qu'on peut clairement identifier comme étant des agressions sexuelles, qu'on soit clair. Avec du coup des réactions du côté des encadrements, des structures un peu encadrantes qui me suivaient, qui étaient très faibles, voire très limitées pour surtout ne pas faire de vagues. Donc ça a été quelque chose qui m'avait pas mal marqué, parce que ce type de scène, bien évidemment, est relativement traumatisante. Donc, ça marque. Ça peut même dégoûter du métier, très clairement. Je me suis orientée très rapidement vers la profession de design produit industriel, qui est également un métier qui est très stéréotypé et surtout très masculin. Donc, il y a eu aussi de mon côté beaucoup de stéréotypes liés au fait que j'étais une femme, donc moins capable que les autres de travailler, plus sensible, beaucoup plus sur l'aspect un peu plus superficiel des choses, donc à ne pas forcément travailler sur l'essentiel et la fonctionnalité des services ou des produits que je proposais, mais surtout sur l'apparence. Donc, on était vraiment sur l'esthétique, ce qui est pris en charge par le designer plutôt vers la fin du projet. Et c'est une petite partie, c'est pas le principal point. Pendant mes stages, j'ai eu le droit, un peu comme Marina dans son entreprise, sur le fait que si j'avais cette place-là professionnelle ou que j'avais ces opportunités-là, c'est que j'avais probablement dû faire des gâteries ou qu'on ne pouvait pas, aussi m'en faire parce que je connaissais telle personne ou telle relation. Donc en fait, c'était le fait que j'ai des relations professionnelles avec des hommes qu'on connaissait qui faisait qu'on pouvait ou pas s'autoriser en fait à venir me faire des avances ou autres. Donc j'ai eu droit à des remarques même dans des lieux vraiment très haut de gamme pour des grandes marques. Donc c'est pas du tout lié à une industrie spécifique. Et ça, c'est vraiment dans le monde du travail. C'était pas forcément directement pendant mes heures d'études. Après, pendant mes heures d'études, j'en ai eu un petit peu plus tard, je dirais vers la 3-4e année, où j'ai commencé, comme Marina, à avoir beaucoup de remarques sur mon apparence physique. Et j'ai eu également droit en 3e année à carrément être convoquée par le directeur de service du design produit, qui pensait que j'étais une étudiante qui se servait d'un autre étudiant avec qui j'étais en colocation à l'époque pour faire mon travail, car c'était logique, je n'étais pas capable de présenter un travail d'une telle qualité. C'était impensable pour lui. Donc au départ, j'avais reçu un message me félicitant de mon premier rendu, ce que j'avais tout simplement pris comme un compliment. Et puis le deuxième rendu, je m'étais particulièrement impliquée. Puis au bout de ce deuxième rendu, j'ai été convoquée et on m'a demandé de m'expliquer sur la qualité de mes rendus, que c'était impossible, que je faisais faire le travail par quelqu'un d'autre. Et à la fin de mon master, lorsque je faisais, ça c'était beau aussi, lorsque je faisais mes suivis de dossiers, de sujets, j'étais avec deux collègues de travail qui étaient deux hommes. Et lorsque mes collègues de travail passaient pour vérifier leur master, on avait droit à tout simplement une appellation par leur nom. Moi, c'était allez, on va sauver la demoiselle en détresse. Donc il y avait un côté complètement mais aberrant sur ces phases-là. Et là-dessus, si je peux faire en tout cas un retour sur ces expériences-là, déjà, je dirais que ça m'a énormément forgé aujourd'hui.
Aujourd'hui, j'ai un caractère qui fait que si on m'attaque sur le sujet ou qu'on me fait la moindre réflexion sexiste, je ne laisse absolument pas passer. Et j'encourage très clairement les femmes à faire de même, peu importe le métier. Parce que laisser passer ce genre de remarques, en fait, c'est tout accepté par la suite. Après, en fonction bien évidemment de la position professionnelle, il peut arriver à ce que parfois ça soit très gênant, ça soit très compliqué de s'exprimer. Après, malheureusement, il y a des fois où on peut se permettre de le faire et d'autres fois où c'est très compliqué. Donc, il y a, je pense, une part de sensibilisation à avoir. Et là, le design a tout à faire, également aussi sur le sujet. Et on a aussi fait pas mal de choses autour des femmes, la violation des droits des femmes, très souvent double victime dans des conflits armés, victimes de la guerre et victimes parce qu'elles sont femmes, les mariages forcés, les excisions. Et alors là, on a utilisé pas mal de films. Alors Papicha, déjà pour commencer, Audace Story. Alors Audace Story, c'est un film palestinien, je crois. On a passé aussi un film turc, je crois qu'il est franco-turc, Mustang. On a passé aussi un film qui s'appelle Rafiki. On a passé aussi un autre film qui s'appelle Difret, qui est un film éthiopien sur le mariage forcé. C'est une jeune fille qui est destinée à être mariée à un type qui a 2 fois, 3 fois son âge. On a passé aussi un autre film qui s'appelle Je danserai si je veux. Oui, c'est ça. Voilà, ça c'est un petit peu tout le travail donc on a fait autour des femmes et de leur lutte pour imposer leur présence dans les sociétés dans lesquelles elles vivent. La première partie de l'épisode est à présent terminée. Dans la seconde partie des violences sexistes et sexuelles, nous parlerons de la considération d'ensemble des violences au niveau psychologique, juridique et pénal. En attendant, suivez-nous sur les réseaux sociaux à Podcast ou Sexiste.